Donc beaucoup de familles n'ont pas notre chance de connaître leur passé. Donc j'ai créé une association qui s'appelle l'Association des lignages de France et qui essaye d'accompagner les personnes à se rendre compte qu'ils sont à la tête d'un patrimoine immatériel remarquable, qui est l'histoire de leurs ancêtres, et qu'ils peuvent les réunir sur un document, comme un article Wikipédia, en rassemblant tous les porteurs du nom, jusqu'au premier ancêtre connu et tous les porteurs apparentés, et en voyant ce qui caractérise les vraies élites selon moi, c'est-à-dire l'apport au bien commun. Une vraie élite se caractérise par l'apport au bien commun, pas forcément par le yacht à Saint-Tropez. C'est un peu ça que je dis souvent en boutade. Donc en quoi ils ont pu apporter au bien commun. Donc j'ai tous les jours pratiquement des familles qui ont pris conscience de la valeur de leur lignage et qui me donnent des documents type article Wikipédia d'une page ou deux pages, et je leur demande de faire précéder cette liste de personnages qui ont apporté par un blason, soit ils en ont un, soit ils en créent un dans les règles héraldiques et sans évidemment prendre les armoiries d'une autre famille. Donc on a comme ça la possibilité d'installer les personnes dans leur identité, dans leur lignée, dans leur appartenance. Et le deuxième combat que nous menons à l'Association des lignages de France, c'est que chaque lignée ait un nom de famille unique, qui est plus des Dupont, des Durand, des noms très répandus, des Yang, des Wang, des Pérez ou des Rodriguez, mais qu'il y ait par exemple Durand-Ruel, donc un trait d'union qui rassemble deux noms. Le deuxième nom, c'est soit un nom de lieu, soit un nom d'une autre famille, soit un nom comme ça choisi, et qui distingue la lignée des autres Durand. Prenons la famille merveilleuse des Bernard, qui ont apporté considérablement à la société, qui ont apporté des religieux en très grand nombre. Notre-Dame de la Treille est directement liée aux Bernard. Il s'appelle Bernard, c'est dommage, parce qu'il y a, il y a heureusement des Bernard de Merin, il y a Bernard Brûle qui se distinguent dans leur lignée, mais c'est un petit peu dommage que leur nom reste celui d'innombrables autres Bernard qui n'ont rien à voir avec eux. Voilà un exemple de ce qui peut être fait, ce qui commence à être fait. Donc on va travailler avec les autorités compétentes à l'échelon français et aussi international, puisque on commence à avoir un chancelier par pays. On a un chancelier au Brésil et qui va lui-même avoir des sous-chanceliers, qui va essayer de rassembler les thésaurus des différents lignages, voilà, qui puissent avoir des documents fixés, et aussi travailler pour que ces noms ne soient pas trop répétitifs, et que chaque lignée soit en possession d'un nom, un nom de marque, si on peut dire, qui les distingue des Dupont, des Durand, tout en gardant leur identité Dupont ou Durand. Voilà ce que je peux dire. Alors, revenons un petit peu à Catherine, on s'est un petit peu éloigné. C'est une figure effectivement tout à fait centrale pendant des décennies et des décennies, surtout après le décès de son mari. Elle a continué à tenir la maison, dans tous les sens du terme d'ailleurs, avec un grand M, et avec des épreuves, la faillite de son fils, etc., etc. Alors, ce que je peux dire, c'est que ces langues-là ont un rayonnement tout à fait extraordinaire. Voilà, il y a eu toute une série de sœurs et de frères, mais au-dessus, il y avait beaucoup d'autres figures. C'est ce que je disais tout à l'heure à Marie-Caroline, donc un des beaux-frères Brigode, donc le château de Brigode, etc., il y avait une alliance avec Émilie Pellapra, qui avait épousé en deuxième noces le prince de Chimay. Toute la descendance, donc apparentée, et proche apparentée, toute la descendance, c'est tous les grands personnages de Proust. Donc toutes les grandes figures que Proust a décrites, et j'ai organisé un grand dîner pour relater ce que j'ai trouvé et qui est quand même pleinement appartenant à cette figure que nous avons devant les yeux et qui, Dieu sait, est emblématique. Voilà, sa mère était une Carpentier, un grand tableau qui était d'ailleurs place Saint-Martin. C'était des denteliers extrêmement importants et opulents. Voilà, et je passe les détails parce que je peux, évidemment, je veux rester très bref. Voilà, donc plus on creuse, plus on trouve.
Ce que j'aimerais vraiment, mes livres, que vous vraiment vous en fassiez des cadeaux de Noël. Je gagne 0 € là-dessus. C'est vraiment mon œuvre pour vous tous, pour nous tous. Et nous avons tous un budget de Noël. Vous avez 21 livres à choisir. Le dernier, je fais une petite marge de quelques euros. Hein. Donc ça, c'est très bien. Mais bon, il ne faut pas le dire. Et non, mais tous les autres, je serais vraiment heureux que vous ayez des livres sur les Virnotes. Mais les 4 tomes, parce qu'il est familier, que vous ayez aussi les livres qui suivent. Par exemple sur Émilie Pelapra, enfin, vous verrez tous les sujets sur lulu.com. Et aussi, voilà, alors, un des livres qui est un peu l'aboutissement aussi de mes travaux, c'est À la croisée des deux ordres. C'est-à-dire qu'en fait, Urbain Dominique et son frère ont incarné tous les deux les différentes options qui pouvaient être prises au moment de la Révolution. Il y a eu Charles-Louis, le frère de la rue Royale, qui représentait, je dirais, l'ancien ordre, le second ordre, et qui avait un lobby par charge, dont toute la descendance appartient au second ordre. Et vous avez donc Urbain Dominique, merveilleusement peint par Incius, qui, lui, a été dans toutes les turbulences de la Révolution et qui a et incarné, je dirais, le grand ancêtre qu'il est devenu par rapport aux décennies et aux siècles qui ont suivi. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement important et même de fondamental dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous voyons.